La procrastination, l'habitude de repousser à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui, est-ce de la paresse? On va poser la question, est-ce une mauvaise organisation? On en parle avec vous ce matin, Elisabeth Grimaud, bonjour. Bonjour Merci d'être Valérie. avec nous sur ce plateau. Vous êtes docteur en psychologie, alors c'est vrai que la définition de la procrastination, c'est un terme vraiment utilisé en psychologie qui renvoie à l'habitude pour une personne de reporter à plus tard une tâche qu'elle pourrait faire le jour même. Oui, et c'est exactement ça. Et le mot procrastination veut le dire. C'est procras, c'est pour demain. C'est vraiment remettre à demain ce qu'on pourrait faire. Alors on va voir qu'il y a différents types de procrastinateurs. Et c'est pas toujours de la paresse. Et on en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est pas toujours de la paresse. Ça peut être un manque d'organisation. Ça peut être aussi du stress, de l'anxiété. Ça peut être aussi une sorte de fausse procrastination. On va regarder justement un sujet avec quelques chiffres. Moi, j'ai été étonnée quand j'ai appris qu'il y avait beaucoup de Français qui procrastinent. Oui. Regardez, on en parle après. T'as payé la facture? Oh, je verrai ça plus tard. Du latin pro, qui signifie en avant, et crastinus, demain. La procrastination, c'est l'art de remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Un comportement très répandu. 85% des Français procrastinent. Chez les 18-24 ans, la proportion atteint même 92%. De l'aveu général, procrastiner, c'est négatif. 54% des procrastinateurs estiment que cela leur fait perdre du temps et du coup, cela provoque chez eux le sentiment d'être débordés. 54%. Souvent lié à une mauvaise gestion du temps, ce comportement peut aussi parfois cacher des troubles émotionnels plus profonds, peur de l'échec, stress ou anxiété. Reste que, pour tout un chacun, procrastination égale paresse et manque de volonté. Et si c'était tout le contraire? Et si procrastiner, c'était imposer son sens des priorités, ne pas se gâcher la vie avec des tâches pénibles, et savoir se concentrer sur ce qui fait véritablement plaisir. En plus, en repoussant à plus tard, on prend du recul. Tout compte fait, l'important c'est de ne pas abuser et de garder le contrôle de la situation. Enfin bon, on verra ça demain. Alors, on a entendu dans ce reportage, c'est négatif, véritablement. C'est pas toujours négatif, ça peut être source de problème quand même. Et il faut en avoir conscience. Comme je disais, il y a différents types de procrastinateurs. Et ce que j'appelle le procrastinateur distrait, c'est la personne qui se laisse distraire facilement, a un esprit vagabond et va aller penser à autre chose. Alors, si l'objet de la procrastination n'est pas très grave, si ça n'est pas important comme régler ses factures, payer ses impôts ou aller chez le médecin, c'est pas trop grave, somme toute. Mais si c'est ça, effectivement, ça peut être problématique. Et dans ces cas-là, il vaut mieux... Alors, c'est dû quand même, il y a des explications. Sur la tête en l'air peut-être aussi, oui. ça peut être ça, oui. Mais ça peut être aussi à se dire, oui, bon, j'ai le temps, je pourrais le faire, mais quand il y a les impôts avec une date ou certaines factures, il y a des pénalités après, donc il faut faire attention. Alors on a vu dans le cerveau de certaines personnes qui avaient tendance à procrastiner qu'il y a une tendance à avoir un esprit vagabond. Cet esprit vagabond peut normalement être contrôlé par une autre zone du cerveau, mais cette autre zone du cerveau serait un petit peu paresseuse, et c'est là où il y aurait peut-être besoin de muscler cette zone-là, mais ça peut se faire. Ça peut être le ménage, ça peut être aussi le bricolage. Certaines personnes qui disent, oh, je ne vais pas faire ça aujourd'hui, je vais faire ça demain. Ou au travail, plusieurs tâches à faire, et puis bon, là, je vais en garder plusieurs pour demain ou après-demain, ou la fin de semaine. Et là, justement, on peut basculer vers un second profil de procrastination qui est le procrastinateur anxieux. C'est celui qui n'aime pas les émotions négatives, les émotions désagréables, et il va avoir tendance à repousser ces émotions désagréables, repousser la peur de l'échec. Et là, il est intéressant peut-être de se... Ça, c'est au travail, plutôt. Là, c'est la au travail. peur de l'échec et de se dire, là, peut-être que je ne sais pas bien faire ça, je vais attendre. Exactement. Et peut-être que ça ira mieux dans 2 jours. Exactement. Alors là, en général, c'est vraiment une histoire... Oui, parce que c'est une histoire de représentation et de réalité. C'est-à-dire que la représentation qu'on se fait de la tâche est peut-être plus difficile, plus compliqué qu'elle ne l'est en réalité. Et si on se met à faire la chose, alors on va se rendre compte que c'est pas si difficile, c'est pas si compliqué, qu'on peut y arriver. Et puis, quand même, c'est pas parce qu'on se dit qu'on ne va pas faire que cette tâche ne va pas exister. Ça, c'est quand même quelque chose de... Il faudra la faire. Voilà, c'est réel. Il y a peut-être de la culpabilité, les conséquences et de la culpabilité aussi, de se dire je l'ai pas fait et j'aurais dû, et il me reste peut-être quelques heures avant l'échéance. Il y a de la culpabilité et puis ça va aussi engendrer une sorte de charge mentale supplémentaire parce que ça n'est pas parce qu'on ne l'a pas fait qu'on ne le traîne pas dans sa tête. Et quelque part, ça va générer du stress et le stress est aussi mauvais pour la santé. Alors, les conseils, peut-être pour le travail, parce que ça peut être compliqué après les relations justement avec les membres d'une équipe ou la direction.
si le travail n'est pas fait à l'heure, est-ce qu'il faut être aidé? Est-ce qu'ils peuvent justement, ces personnes-là peuvent se renseigner, peuvent demander de l'aide aux personnes de l'équipe, aux collègues, ou alors non, c'est oui, honteux? Et c'est justement le cas d'un autre type de procrastinateur que j'appelle les procrastinateurs passifs. C'est ceux qui ont quelque chose à faire, mais ils sont paralysés parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ou alors ils laissent faire aux autres. Ils laissent faire aux autres, effectivement. Ils disent, bah, ça va être fait. Oui, et ils ne savent pas comment faire, Ça, bien c'est des souvent. malins, des films. Et dans ces cas-là, effectivement, c'est un problème d'organisation. Organisation, planification, ça peut être aussi lié à un objectif qui est trop ambitieux et auquel cas il faut scinder l'objectif en plusieurs petits objectifs, se donner des dates fixes. Plutôt que se dire je vais le faire bientôt, non, quand est-ce que je vais le faire, donner une date précise et vraiment travailler sur comment je vais faire, quel est l'objectif et les moyens d'atteindre l'objectif. Et puis il y a un dernier quand même, et là c'est petit malin justement, Ouais. et c'est ce qui a été dit aussi dans la vidéo, c'est ce que j'appelle les faux procrastinateurs. Ces procrastinateurs-là ne sont pas réellement des procrastinateurs, sont plutôt des stratèges. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place une stratégie qui va leur permettre de faire la tâche au moment où ils seront le plus efficaces. Et s'ils décident que ce moment-là, aujourd'hui, n'est pas le meilleur moment, alors, et ils auront raison, ils vont remettre à plus tard ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Se sortir moralement peut-être, ou mentalement, dans la possibilité de faire cette tâche-là, Oui. quand il y a des dossiers compliqués peut-être. Oui, et puis certains sont vraiment motivés par l'échéance, c'est-à-dire que plus on approche de l'échéance, plus il faut le faire. Il y a un certain stress, de l'adrénaline, mais aussi le circuit de la récompense dans le cerveau qui se met en marche, et donc on va avoir un meilleur ressenti de la récompense. Et puis il y a certaines personnes qui aiment aussi être pleinement concentrées dans la tâche, et plus on s'approche de l'échéance, plus on va avoir cet état de flow qui va se mettre en place, donc ça peut être pour eux une source de récompense. Alors, si vous vous retrouvez dans ces profils, les solutions, donnez des conseils aux téléspectateurs. Alors, les solutions pour vaincre justement ces problèmes, parce que c'est pas facile. Hein. Oui, c'est compliqué. Le premier des conseils, c'est de dire, plutôt que ne rien faire, commencez à faire quelque chose. Faites, mettez-vous en mouvement, parce que quand on se met en mouvement, alors on va enclencher un autre mécanisme. Quoi faire quand on ne sait pas par quoi commencer? On commence par n'importe quoi. Pourquoi? Parce que on va justement sortir de ce mode de représentation. On va se mettre face à la réalité, et puis ensuite, le cerveau va s'adapter. Ce qui est bon aussi, c'est de se fixer des objectifs, comme je l'ai dit, mais des objectifs à court terme, des objectifs précis, avec une date précise, et puis également donner du sens, parce que bien souvent, quand on ne fait pas quelque chose, c'est qu'on ne perçoit pas la conséquence ou le sens que ça peut avoir pour notre projet professionnel ou pour notre projet de vie. Et puis l'autre point, c'est essayer de se donner des récompenses, ça c'est très important, c'est de se dire, si j'ai une tâche qui est un peu rébarbative, alors juste derrière, je me mets une tâche qui va être une tâche récompense, mais que je ne ferai que lorsque j'aurai terminé la première tâche, ce qui va me donner de la motivation pour pouvoir faire ce que je n'aime pas faire. Un bon chocolat chaud après. Par exemple. Et oui, c'est pas mal. Par ça. exemple. Alors, oui, est-ce qu'il faut, on le disait, être aidé par les collègues, mais être aidé par d'autres personnes? Et parce que là, vous dites, faut se forcer peut-être à commencer certaines tâches, mais il faut pas s'arrêter en plein milieu. C'est ça, il y a des personnes qui commencent aussi et qui ne vont pas jusqu'au bout. Oui, alors si, il y a effectivement le cas où on est paralysé, on n'arrive pas à commencer. Quand on est vraiment paralysé, qu'on n'arrive pas à commencer, on peut consulter, on se fait aider et la personne va aider. Alors justement. là, on va voir qui? On en parle à son médecin? On en parle à un psychologue? Oui, on en parle à son médecin. Le médecin, c'est toujours le référent de notre santé. Oui. On en parle à un psychologue. Les psychologues sont ici et sont disponibles pour vous. On peut aussi se faire aider par des coachs. Oui. On peut aussi travailler, et ça c'est très intéressant, surtout pour ceux qui ont tendance à avoir l'esprit vagabond, on peut faire de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment un exercice pour muscler justement ce côté contrôle et essayer d'empêcher notre cerveau d'aller divaguer, oui, d'aller un peu ailleurs. Ouais. Et puis on peut aussi, et ça, n'hésitez pas à jouer aux jeux de société. Les jeux de société, ça je le rappelle bien souvent, c'est un entraînement pour le cerveau. Donc n'hésitez pas aussi à le faire. Vous allez voir que peut-être qu'après avoir il y a une organisation après pris du plaisir, voilà. Et puis alors se faire aider, effectivement, prendre modèle sur les gens qui s'organisent bien. Mais il y a des gens qui ne sont pas organisés. Et puis il y a des gens qui sont organisés tout le temps, que ce soit pour partir en vacances, tout est organisé à l'avance, pour partir, c'est pour à la maison, c'est vrai. Et puis ils organisent peut-être aussi, justement, les amis ou la famille, leur dit, tu n'as pas organisé. C'est ça, prendre modèle sur ces gens qui ont tendance à s'organiser, de se dire comment ils font, et bien le faire. Et puis aussi, peut-être pour ceux qui ont un profil
tourner vers les autres, se dire à qui est-ce que ça va rendre service. Ça peut être une motivation aussi pour les gens, donc vraiment trouver une motivation qui a du sens pour soi. Surtout, si vous voyez que vous êtes bloqué pour certaines tâches, que ça soit au travail, vous en parlez, et puis vous essayez d'être aidé. Si les collègues sont sympas, voilà, il faut trouver des collègues sympas aussi, hein. Nous, on en a ici, donc il n'y a pas de souci. Mais en revanche, voilà, conseiller, et puis être conseillé par un médecin ou par un psychologue, c'est intéressant, ou par des coachs comme vous, par exemple, où vous donnez. Et il y en a beaucoup que vous soyez en Alsace, en Lorraine ou en Champagne-Ardenne, et vous, c'est en ligne, donc on peut vous joindre à tout moment, en tous les cas, et dans chaque département du Grand Est. Alors, vous proposez en ligne, parce qu'avant vous aviez des consultations, vous en avez toujours ou pas là? Alors moi, je ne fais que de la téléconsultation. Voilà, téléconsultation, oui. Donc c'est en ligne, ce sont des ateliers le lundi, de 9h à 10h. Alors, il y a des ateliers. Ces ateliers, c'est le thé est beau bien bon, effectivement, où c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur contact@tbbb.club. Et là, effectivement, l'antenne, là, voilà. Vous vous inscrivez. Donc là, ça se fait par le logiciel Zoom que maintenant les gens commencent à connaître assez facilement. Donc la seule, on va dire, contrainte que je demande, c'est que les personnes ouvrent leur caméra et participent, parce que. D'accord. Et il y a un thème bien précis chaque fois. Il y a un thème bien précis. De tout. Oui, par exemple, lundi prochain, ce sera l'auto-sabotage. Ah. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à s'auto-saboter, justement? Ouais. Je demande aux participants quel est le thème qu'ils souhaitent aborder la fois prochaine, et puis je le travaille durant la semaine. Donc là, c'est ouvert. Participer, poser des questions, comprendre. Voilà, ça, ce sont des ateliers en ligne. Alors, c'est le lundi de 9h à 10h. C'est bien organisé, très bien, parce que l'émission commence à 10h45. Donc, voilà, ça se termine à 10h et après, on enchaîne avec l'émission ensemble. C'est mieux. Voilà, c'est bien fait, c'est bien fait. Et puis, des consultations en ligne sur Doctolib, qu'on peut réserver, donc que vous soyez en Alsace, en Lorraine ou en Champagne-Ardenne. Elisabeth Grimaud vous parle et vous reçoit en ligne. Absolument, oui. C'est vrai que Doctolib permet d'avoir une plateforme sécurisée pour prendre des gens en ligne, et vous pouvez d'ailleurs aller voir vos médecins, demander des psychologues, aller voir tout un tas de thérapeutes aussi via cette plateforme. Donc là, on peut poser toutes les questions. Absolument. Et lors d'une consultation, effectivement, on peut poser toutes les questions. On fait un vrai bilan, de la personne. Essayez de donner confiance, je pense, et c'est souvent ça maintenant à beaucoup de personnes dans cette période compliquée. Je pense qu'il y a du travail. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Elisabeth Grimaud. Merci à vous.